Bonsoir à toutes et tous. Je suis Georges Barbosa, président de l'association des élèves et diplômés de psychologie du CNAM. Je vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation pour échanger avec deux auteurs sur un sujet important. Peut-on réanimer les RH et quelle articulation possible et souhaitable entre RH et psy du travail? Donc Grégory va lancer l'invitation et puis quand vous lancez l'invitation, Jérôme, tu peux aussi enlever ton masque, je pense. Tu es de la même famille que ton père, donc... Ah, je spoil. Écoute Grégory, je te laisse la piste. Merci. Donc si tout le monde m'entend, en tout cas dans la salle on s'entend, donc on m'entend. Bonsoir et merci de votre présence pour cette nouvelle conférence organisée par l'association, donc la de CNAM section psy. Alors en 2017, une étude menée par le site d'emploi capa.fr a révélé que pour 84% de femmes et 79% d'hommes, les ressources humaines de leur entreprise ne sont plus humaines. Le constat semble ne pas avoir évolué lorsqu'on entend des salariés insatisfaits et reprochant à leur RH de jouer le jeu de la direction. À titre d'expérience professionnelle, je vous dirais que j'ai été surpris moi-même il y a quelques années en présentant mon projet de VAE pour sécuriser mon emploi, d'entendre mon interlocutrice RH me demander pourquoi faire et m'expliquer en quoi ça était inutile. Alors c'est sans doute l'ombre au tableau, car il existe aussi des personnes dans le domaine qui ont le métier à cœur d'accompagner. Mais cette étude révèle également que 49% des sondés déplorent ne jamais les voir, d'être invisibles et de ne pas être qu'elles ne suivent pas leur carrière. Comment expliquer ce constat? Quelles sont les articulations possibles et souhaitables avec le psy du travail? Avec nous pour en discuter, les auteurs du livre Peut-on réanimer les RH, paru aux éditions Hubert fin 2020. Donc j'accueille Joseph Musso. Vous avez été directeur des relations humaines et sociales au Crédit Lyonnais. Vous avez également enseigné à Paris 2, au CIFOP et Paris 5. Vous êtes membre de l'association Dialogue et consultant RH auprès de la Fédération française bancaire, du secteur mutualiste et de différentes associations. Jérôme Musso, vous êtes normalien et agrégé après une carrière d'enseignant. Vous êtes devenu psychologue du travail donc au CNAM. Vous exercez en établissement psychiatrique, Barthélemy Durand, et collaborez à des interventions en milieu professionnel, notamment dans le cadre avec le Centre de recherche sur le travail et son développement, donc le CRTD du CNAM. Donc précisons, et ça a été dit, que vous avez un lien de parenté père et fils, qui va aussi nous intéresser. Et donc la question par laquelle je vais débuter, c'est quel a été l'élément déclencheur pour coécrire ce livre? Vous n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton. Bon, mais je vais commencer. Bonjour aussi à toutes et à tous. Merci beaucoup de cette invitation. C'est une première parce que j'interviens plus souvent devant ou des banquiers ou des collègues directeurs des relations humaines. Donc c'est un plaisir de rencontrer des jeunes et des personnes qui s'intéressent au travail. Du côté des psychologues et éventuellement du côté aussi, puisqu'en visio, il y a aussi, je crois, des anciens élèves du CIFOP, d'Assas. Alors, oui, votre question est très directe. Vous avez fait déjà une ouverture très forte sur la défiance qui atteint depuis de longues années déjà la fonction ressources humaines, qui est, elle est même peut-être plus décriée que d'autres fonctions. La défiance, elle est un peu partout aujourd'hui. Vous la voyez vis-à-vis des politiques, et on va la voir encore beaucoup dans les 5 mois à venir. Elle est un peu partout, la défiance de tous ceux qui ont de l'autorité. Alors, les DRH peuvent se rassurer en disant, puisqu'on est les gens sont en défiance par rapport à nous, c'est qu'on a du pouvoir. C'est pas une très bonne raison. Je pense que les DRH, depuis un certain nombre d'années, travaillent dans un cadre général de l'emploi qui est quand même très difficile, très dégradé. Et la dégradation, on peut la voir sur beaucoup de sujets. D'abord, le cadre général de l'emploi. La France, depuis 15-20 ans, a rarement été sous les 10% de chômage. Et encore, le chômage, si on prend plus largement les catégories B et C, c'est encore beaucoup plus important. Deuxièmement,
la prégnance, la pression financière sur les entreprises par l'intermédiaire des propriétaires, des actionnaires, a jamais été aussi forte. En plus, il y a d'autres facteurs, c'est que le DRH est souvent perçu comme la voix de son maître, c'est-à-dire celui qui va bien porter les bonnes mais surtout les mauvaises nouvelles. Et la fonction a été très dégradée, si je puis dire, par le fait qu'elle était en charge de gérer l'emploi. Et gérer l'emploi, ça a souvent été, bien sûr, il y a des recrutements, mais il y a aussi, et surtout, il y a eu beaucoup ce qu'on appelle les plans de sauvegarde de l'emploi, pour ne pas dire plans sociaux. Et souvent, ils ont été perçus, les hommes du personnel, comme ceux qui étaient chargés de gérer entre guillemets, les sorties, et quelquefois des sorties assez brutales. Alors on peut se demander si cette fonction-là est une fonction bouc émissaire, ou est-ce qu'elle a mérité ce discrédit qui est assez fort, qui a fait l'objet de pas mal de films, beaucoup de publications, et aujourd'hui, on en parlera peut-être, la pandémie peut donner d'ailleurs une occasion à la direction des ressources humaines de se redresser, de retrouver son art. Alors pourquoi on s'est lancé dessus? Parce que je n'arrivais pas à comprendre, après des années d'exercice, j'ai été 20 ans, 25 ans DRH d'une entreprise qui avait 80 000 personnes, je ne comprenais pas comment on en était arrivé à ce discrédit. C'est une fonction qui, quand je l'ai exercée, était enviée, était reconnue, considérée. Et elle a fait l'objet donc de ce discrédit, et donc je me dis, il faut qu'on y voit clair. Pour y voir clair, c'est souvent pas de l'intérieur. Et donc, je me suis dit, il faut que des gens extérieurs nous aident. Et l'aide, eh bien, j'avais, pas sous la main, mais j'étais poussé un peu dans le dos par un de mes fils, un des 4, qui disait, mais ça va pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Et j'avais envie d'écrire depuis longtemps. Et puis j'en prenais pas le temps, parce que j'ai lu beaucoup de livres sur les ressources humaines, et je n'étais pas très heureux de les lire, parce que c'était souvent des recettes managériales, des pratiques, qui jouaient sur du behaviorisme. Enfin, il suffisait de faire ceci et on avait un résultat. Or, les ressources humaines, s'il y a vraiment, il n'y a pas de réponse automatique, c'est bien le domaine où au contraire il y a des personnes, des psychologies, des gens qui veulent du sens à leur travail. Et donc, il faut y voir clair. Et je me suis dit, un psychologue du travail peut m'aider déjà. Et j'ai pas été déçu de ce point de vue-là. Et puis on a fait aussi appel à des RH qui étaient en position, et il y en a 8 ou 10 qui, dans le livre, donnent leur témoignage et donnent des lignes d'action qui disent on est dans une situation difficile, mais ils ne s'en remettent pas au hasard, ils sont dit on va prendre les choses en main et espérer pouvoir changer, c'est déjà le premier pas d'action. Moi, je vais pas ajouter grand-chose, hein, ça a été bien dit, mais peut-être deux choses. L'idée du livre, c'est aussi venu d'une idée qui avait la transmission possible d'une expérience et professionnelle, quoi. Et je me dis, je crois qu'on s'est dit à un moment donné, si je rajoutais dans l'histoire, il y a eu dans l'idée d'écrire un livre, il y avait aussi à quoi bon, quoi. Et du coup, moi, ça me paraissait intéressant de relever ce défi, de se dire que peut-être qu'on est dans une époque ou un monde où c'est la question de l'expérience, quoi, de la valeur de l'expérience, elle est peut-être, là je m'en rapporte aussi à ce que je vois dans le monde professionnel, parfois plus difficile qu'avant. Je vous mets ça à la discussion, hein. C'est-à-dire que la valeur, quoi, d'une expérience, hein, avant qu'elle soit transmise, hein, peut-être qu'elle est déjà aussi remise en question. Voilà, c'est une question. Alors du coup, moi, ça me paraissait d'autant plus intéressant de faire de cette expérience professionnelle un point de vue par la vertu du dialogue. Et donc ça, c'est le deuxième point. On a toujours, dès le début, envisagé le livre sous l'angle du dialogue. Et alors, en sortant des études du CNAM, hein, je m'étais dit, une des portes d'entrée, hein, pour proposer des choses dans les entreprises, les organisations générales, ce sont les ressources humaines, quoi. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais du mal à dialoguer avec les ressources humaines, hein. Enfin, j'avais du mal à dialoguer pour leur proposer des choses qui me paraissaient extrêmement pertinentes, mais soit que je m'y prenais mal, soit que ça prenait pas, c'était difficile
d'avoir ce dialogue. Alors je me suis dit, ce dialogue-là, au moins, on peut le faire, il appartient à nous et on le rend public. Alors justement, la question qui me vient et qui colle très bien avec ce que vous venez de dire, c'est à qui vous vous adressez? Aux psychologues ou au RH? À qui s'adresse ce livre? Alors pour moi, très clairement, il s'adresse, je dirais, prioritairement aux dirigeants d'entreprise. Parce que quand ça va mal, eh bien, c'est quand même eux qui ont des leviers d'action. Et des leviers d'action, on discute avec les organisations syndicales, on est en responsabilité des managers, et si à la tête de l'entreprise, il n'y a pas quelqu'un ou une personne ou un conseil d'administration ou un comité de direction générale qui est ouvert à ces questions-là, eh bien c'est pas la peine d'essayer, parce que le pouvoir est quand même relativement concentré à la tête des entreprises encore. Le pouvoir n'est pas très largement partagé, et donc le livre pour moi il s'adresse d'abord aux dirigeants d'entreprise. Il s'adresse bien sûr à des collègues. J'ai été DRH pendant 20 ans, j'ai connu 6 présidents différents qui m'ont gardé à chaque fois, bon, mais c'était un appel un peu au secours, disant écoutez, voilà ce qu'on pense de vous, il faut faire quelque chose. Vous êtes normalement, ce que je pense, c'est que c'est une fonction tout à fait essentielle, une fonction même assez prioritaire dans l'entreprise parce qu'elle est intermédiaire entre la fonction économique et la fonction sociale. Alors c'est pas forcément la fonction mais c'est une fonction qui est, avec d'autres, chargée de donner du sens. Donner du sens, on ne va pas travailler comme on y allait seulement pour gagner de l'argent. On veut de la reconnaissance, on veut sinon du bien-être, au moins pas du mal-être. Ce qui m'a beaucoup frappé, on n'a pas dit un mot tout de suite, c'est la souffrance au travail. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui a ressurgi dans la fin des années du XXe siècle. Et d'ailleurs, sous l'impulsion de psychologues et des gens du CNAM, de Jour, Yves Clos, etc., Irigoyen, etc., alors que les directions d'entreprise avaient été relativement aveugles ou s'étaient aveuglées sur ce qui se passait. Or, ce phénomène de la souffrance au travail, c'est quand même une chose tout à fait nouvelle. Alors, je le dis de temps en temps, c'est que dans les analyses du travail, au 19e, on avait découvert l'analyse du travail par la suprématie du capital sur le travail, mais on pourrait faire une analyse, non pas à partir de Marx, mais à partir de Freud. À partir de Freud, c'est-à-dire que les ressorts psychologiques, comment l'intéressé ne trouve pas son compte dans le travail qu'il accomplit. Et donc, ça s'adresse prioritairement pour moi au DRH, après au DRH, aux managers, et à tous ceux qui ont affaire à l'humain dans l'entreprise. Les syndicats, bien entendu, et les psychologues aussi. Voilà, donc vous êtes concernés par ce livre, c'est clair. C'est pas un appel au secours, mais en disant, on ne peut pas prendre son parti de ça. On ne peut pas prendre son parti de laisser une entreprise aller à volo et que les gens arrivent au travail avec aucune raison d'être et puis repartent contents ou pas très contents. Je vais pas être plus long, mais on a été étonné, en tout cas moi j'étais étonné de voir que quand on remettait le livre entre les mains de gens qui n'étaient pas RH ni en position de management, pouvaient être intéressés par le livre simplement parce qu'ils travaillaient et que du coup on a essayé, en tout cas que le livre, au-delà des RH, parle justement du travail, quoi, et du travail et de sa prise en compte, comment il est vu, puisque justement il y a des regards comme ça de ceux qui sont censés s'occuper de ceux qui travaillent. Les RH font partie, les psychologues du travail aussi, voilà. Et donc l'aperçu historique, par exemple, a été, c'est quelque chose qui moi m'est beaucoup renvoyé. C'est intéressant de savoir d'où vient cette fonction RH, par exemple. Ça permet de discuter, quoi, aussi l'histoire. Alors justement, Joseph Musso, je vais aller direct. Pour moi, vous ne ménagez pas vos mots en ce qui concerne les causes profondes de la crise des ressources humaines. Et j'ai envie de vous demander, avec le psychologue qui est à côté de vous, est-ce que vous n'avez pas peur est-ce que vous ne craignez pas plutôt de marginaliser encore plus cette fonction, surtout après l'affaire Didier Bill? Bon, Didier Bill, peut-être que certains ne connaissent pas, c'était un manager de transition qui se donnait comme DRH et en fait qui a été chargé, il l'a accepté, de faire de l'abattage
c'est-à-dire d'inventer des mauvaises raisons pour licencier les gens. Donc il s'est vanté d'avoir licencié 2000, 3000 personnes dans différentes entreprises avec des moyens absolument ignobles. On invente des dossiers, on crée des fautes professionnelles, etc., etc. Et c'est vrai que c'était un peu le livre noir de la fonction ressources humaines. Mais les causes profondes, oui, les causes profondes, il faut aller les chercher assez loin, parce que j'ai parlé de la précarisation des emplois, les discriminations, mais fondamentalement pour moi, il y a des causes profondes au niveau de l'économie mondialisée. L'économie mondialisée a bouleversé complètement la chaîne de valeur des emplois. Et il y a eu progressivement une prise en compte progressive de l'actionnaire, qui est devenu prioritaire dans l'entreprise. Et les dirigeants ont souvent eu leur rémunération indexée sur les cours de bourse, qui reflètent la valeur potentielle d'une entreprise. Et les actionnaires, alors ce qui est très curieux, c'est que les actionnaires, c'est les fonds de placement souvent, les fonds de placement américains, et qui représentent l'argent, les fonds de capitalisation des retraités américains. Donc, c'est des anciens salariés qui ne sont pas au même endroit chez nous, qui sont ailleurs, qui exigent des taux de rendement de leur placement insupportables pour l'économie. Je vais vite, les taux de rendement, ce qu'on appelle le ROE, le Return on Equity, eh bien, étaient souvent exigés à hauteur de 15%. 15%, c'est inatteignable par une entreprise. Quand on fait 2-3%, c'est beaucoup. Donc, il y a eu ce divorce qui s'est établi et les dirigeants d'entreprise ont été trop les bons élèves et ils ont pris parti le plus souvent pour la satisfaction à donner à l'actionnaire, aux dividendes. Et donc, on fait des restructurations, des suppressions d'emplois, etc. On étale les chaînes de valeur. Quand la valeur française n'est pas suffisante, on délocalise, on fait du télétravail et on va rechercher des ressources au Maroc, en Inde, etc. Donc les chaînes de valeur ont été déconstruites et avec les suppressions d'emplois que ça a entraîné, avec aussi des sous-qualifications. Donc la finance internationale mondialisée est une des grandes responsables. Alors les DRH, bon, ils ont été impactés, nécessairement, ils n'ont pas su, il y a eu une telle vague financière, ils n'ont pas pu s'opposer, pas plus que ne sont opposés à ça les organisations syndicales. Parce que aussi, quand on regarde depuis 20 ans, 30 ans, le dialogue social en France a eu très peu de bons résultats. Donc, direction du personnel, syndicats n'ont pas même combat, mais même échec dans la capacité de freiner cette orientation prioritaire vers l'actionnaire. Et je crois que c'est là il faut vraiment chercher la cause la plus profonde de... ils ont été incapables. Alors peut-être, quand on n'est pas content, il faut peut-être s'opposer, mais c'est pas facile. Dans une grande entreprise, ou bien vous démissionnez, ou bien vous gardez votre poste et vous essayez à la marge de faire changer les choses. Mais c'est ça le fond de la question, et cette cause-là n'est pas aujourd'hui absente, elle n'a pas été jugulée, même si la pandémie, de ce point de vue-là, va peut-être nous aider un peu, à revoir un peu les chaînes de valeur, mais j'ai peur que on rêve d'un après meilleur, et j'ai peur que l'après soit la reprise de l'avant, et que ça ne change pas fondamentalement les conditions de travail, aussi bien que l'état des lieux qu'on a dressé, je pense qu'il est toujours valide, avec des points positifs par la pandémie, mais des points aussi négatifs. Hein, on en parlera tout à l'heure, notamment l'individualisation par le télétravail, par un tas d'autres choses. Mais je crois que fondamentalement, c'est la mondialisation, mais pas la mondialisation financière, ce qui est différent, les deux. Parce que la finance se déplace en dixièmes de seconde. Vous déplacez les capitaux de tel endroit vers tel endroit, et vous vendez, donc, etc. Et on voit bien d'ailleurs, ce qu'on appelle les fonds vautours, il y en a en France, et vous avez des entreprises qui sont vendues alors qu'elles sont rentables, mais pas assez rentables, aux yeux de l'actionnaire. Ça, j'insiste beaucoup sur avec Jérôme, on se battait un petit peu là-dessus, parce que Jérôme dit, mais les DRH, c'est des DRH dont il s'agit. J'ai dit oui, il s'agit des DRH, mais la fonction ressources humaines, elle est prise dans tout un ensemble de directions. Alors justement, Jérôme Musso, votre diagnostic en tant que psychologue du travail à ce niveau-là?
Alors voilà, c'est l'intérêt, une fois qu'on a dit que le dialogue c'était bien, c'est que du coup on peut être pas d'accord, hein, parfois. Voilà. Du coup là c'est un des premiers désaccords. Merci de m'avoir tendu la perche. Mais on en parle et puis du coup c'est bien après pour discuter, ça évite de dire que notre livre est un livre à thèse, ce qu'il n'est pas. Et alors pour exprimer ce désaccord, je vais partir d'un constat. Hein. Il y a environ 20% des salariés qui travaillent dans la fonction publique. Fonction publique, elle est loin des fonds vautours et pourtant les questions évoquées hein, dans le privé se retrouvent dans le public. Voilà, donc on peut discuter ce constat. Et moi qui ai évolué pas mal de temps dans la fonction publique, je ne crois pas, et ça peut encore une fois se discuter, que ce soit simplement le modèle, on va dire, du privé, qui se soit juste transporté dans le public, ce qui est une option, on peut tout à fait avancer ça, mais je pense qu'il faut aussi voir d'autres hypothèses dans les évolutions du travail et des organisations, qui ne sont pas simplement ou directement des évolutions de l'économie. Voilà. Pour moi, c'est une hypothèse forte, hein, c'est-à-dire que tout ne vient pas de l'économie, ce qui d'ailleurs est une hypothèse optimiste, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Après un constat de ce genre-là, par exemple, on pourrait très bien dire, d'ailleurs, si tu veux intervenir chez Attac, hein, je pense que tu seras très bien reçu. On peut très bien se dire, j'ai rien contre Attac, hein, mais on peut très bien se dire après, bon, bah, à quoi bon, quoi. Hein. Voilà. Alors, moi, je vais proposer trois petites entrées rapidement hein, sur cette l'idée de diagnostic un peu fort, mais en tout cas l'idée que des évolutions du travail hein, doivent aussi tenir compte d'évolutions qui ne sont pas que économiques. À propos de la faiblesse là, de cette fonction dans l'entreprise, moi je pense que on peut le voir aussi comme un symptôme de quelque chose, hein, là pour le coup que tu nommes fonction d'intermédiation, et en tout cas j'observe que du côté direction comme du côté salarié, il peut y avoir tacitement une sorte d'accord à se passer d'intermédiaire. Voilà. Que d'une certaine manière, et ça moi j'invoquerais plus le côté néolibéral économiquement mais aussi comme philosophie, si on pouvait un peu se passer des organisations, des intermédiaires, pour avoir un contact un peu plus direct, quoi. Je pense qu'il y a cette illusion-là hein, qui nous gouverne aussi. Hein. Parce que du coup, dans ce schéma-là, hein, avec cette notion ambiguë de la transparence, hein, si comment dire, dans le contrat salarial, hein, on considère que la transparence est une vertu. Hein. On peut se passer du juriste, on peut se passer des RH, hein, voilà. Et il y a des petits symptômes, hein, parce que tu en donnais un, Grégory. Moi, j'ai discuté avec des managers qui disent les RH nous empêchent de faire notre travail. Moi, je peux très bien, embaucher, je peux très bien faire du suivi de carrière, je peux tout faire en fait, parce que je suis manager. Et puis, côté salarié, on peut aussi entendre, mais je peux gérer aussi, moi, mon emploi, comme auto-entrepreneur. Et quand je parle d'auto-entrepreneur, je pense au statut, mais je pense même à la façon dont ça a investi l'entreprise. Hein. Comme dans l'entreprise, dans les organisations, on peut dire, mais vous êtes des petites entités autonomes, voire vous êtes des auto-entrepreneurs de vous-même dans les entreprises. Voilà. Et donc, il y a un truc qui sonne. Voilà, je vais pas être trop long, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose comme ça. J'ai pas les clés pour savoir exactement d'où ça vient. Je laisse le soin à d'autres, mais je pense que c'est pas un pur produit de l'économie. Deuxième petite entrée, c'est finalement tout pourrait comme ça être la volonté de faire plus simple du coup hein, dans la relation de travail, donc de se passer d'un certain nombre d'intermédiaires. Et en même temps, on voit bien que dans le public, hein, mais aussi comme dans le privé, hein, il y a un certain flou dans les organisations. Quand je parle de ce flou, je suis quand même étonné de voir à quel point il y a des millefeuilles organisationnels, hein, et ça on les voit dans le public comme dans le privé. Hein. Et je fais toujours référence à David Graeber, hein, qui est décédé il n'y a pas longtemps, mais qui disait que la bureaucratie n'est pas l'apanage du public, ça a été inventé et théorisé et thématisé dans le monde privé, et ça continue à l'être. Hein.
on vante l'entreprise libérée d'un côté, on pourra en reparler, mais en tout cas, le millefeuille organisationnel, le staffing, on m'a dit ça comme ça, le nombre de gens qui, du coup, entre guillemets, discutent entre eux, assez loin de la première ligne du travail, rend... Enfin, je pense que c'est quand même un point qui doit nous faire réfléchir, quoi. Pourquoi c'est pas plus simple? D'autant que, pour ajouter à ce flou, il y a cette question, mais je vais pas être très long, mais très bien décrit par Norman Alter, dans la question du changement permanent, quoi. C'est-à-dire que moi, je connais aucune organisation stable, elles sont toujours... je sais pas si c'est bien d'ailleurs qu'elles soient stables, mais en tout cas, le discours interne sur le fait que ça change tout le temps rend difficile aussi que la RH se pose, quoi. Puisque voilà, pour moi la faiblesse de la RH, c'est aussi un symptôme de toute façon, on est en changement. D'ailleurs, ce qui change le plus, c'est aussi ce monde de l'encadrement. Je suis frappé maintenant d'entendre beaucoup ce discours de salariés qui disent, moi j'ai connu ça. Ça change beaucoup. Mon encadrant, il a changé 5 fois en 6 ans. Mon RH, je sais pas trop qui c'est, mais ça change aussi beaucoup. Donc cette espèce d'instabilité, elle n'aide pas non plus. Voilà, c'est partie de ce flou-là. Et puis dernière chose, mais c'est pour prolonger. Ça allait bien avec ton premier exemple, parce que moi aussi ça m'a frappé cette question du RH qui aurait pris le parti du management. Alors, je pense que c'est pas que sous l'angle économique, quoi. Et moi, je pourrais presque parler de dissolution, quoi. Du coup, à quoi sert un RH s'il n'est pas capable de s'opposer au manager, c'est-à-dire s'il est dans le sens du manche ou du vent, à quoi ils servent? On pourrait dire quelle est la plus-value d'une fonction ressources humaines si elle est du côté du manager, si elle donne toujours raison au manager. Et donc, cette dissolution, je pense que là, je la mets vraiment comme un problème propre aux ressources humaines, de ne pas avoir suffisamment pensé ces questions du management qui, lui, a évolué en intégrant, en absorbant cette fonction RH. Voilà. Alors c'est intéressant parce que du coup en préparant cette conférence, moi je me suis un peu replongé dans certaines notes de cours et notamment le cours qu'on a au CNAM de Bernard Pro, il y a eu Nadine Poussin aussi dans ce cours qui est le PST 105, donc c'est le psychologue de l'institution, et on y trouve beaucoup la notion de l'emploi et j'aurais envie de vous dire, pour ajouter une quatrième, vous évoquez beaucoup le rôle de la mondialisation. N'est-ce pas aussi une problématique qui est due à la modernisation des entreprises depuis les années 80, avec les outils comme la GEP, donc GPEC, Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, qui favoriserait une anamorphose des RH sur l'emploi et uniquement l'emploi, et donc à délaisser les autres tâches qui sont justement les attendues des salariés. Alors là, je l'adresse à... Oui, je pense que la DRH très longtemps a fait une gestion de l'emploi et non pas une gestion du travail. Et je crois qu'il faut distinguer très fortement l'un et l'autre. Il y a une gestion quantitative. Alors c'est là l'économie. Et donc le DRH et toute scène a le devoir de s'opposer ou de dire écoutez là c'est pas possible. Ça ne respecte pas les personnes, on ne déplace pas les gens comme on déplace des pièces dans un jeu de taquin, etc. C'est la prise en compte des possibilités d'évoluer, la prise en compte des souffrances éventuelles des gens. C'est vrai qu'on prend des décisions, des conséquences importantes sur les personnes, sur les familles, en tas de choses. La mobilité subie, la mobilité contrainte. Mais justement, le rôle des ressources humaines, c'est justement d'être là pour rappeler. Oui. Oui. Attendez. Il y a un écho. Mais enfin, si c'est pour approuver ce qu'on dit, c'est bien. Voilà, j'ai coupé le sifflet à tout le monde, désolé. Voilà, oui. Donc je pense que c'est le rôle mais pas seulement des DRH, mais il est quand même intermédiaire. Moi, j'ai négocié pendant très longtemps avec les organisations syndicales à tout niveau, avec les fédérations, avec les confédérations,
Je pense qu'on ne peut pas se passer d'intermédiaire. C'est une illusion, et là on est en total accord avec Jérôme là-dessus. Je pense l'illusion de l'entreprise libérée, où on se libère de toutes les fonctions intermédiaires, c'est un leurre. Ou alors c'est un gourou, alors on en voit, hein. Il y a des entreprises, ce sont des petites entreprises qui ont trouvé un créneau très favorable, et on se lance, et on gagne beaucoup d'argent éventuellement, et on embarque tout le personnel, et puis, mais le manager ne peut pas tout faire, mais il se passe comme un gourou, et il se comporte comme tel, et c'est souvent des catastrophes. C'est souvent des catastrophes. Et donc l'intermédiaire est essentiel pour que les points de vue soient... Les constats d'abord sont différents. Il faut partager les constats, et ça c'est long. Avant d'engager une négociation, il faut d'abord regarder l'état des lieux, et il n'est pas le même. Dès qu'on écoute les personnes concernées, c'est pas la même situation. C'est toujours pareil en tout domaine. L'écoute des gens concernés est la première chose, la plus essentielle. Alors c'est là où le psychologue et le RH peuvent avoir beaucoup d'intérêt à travailler en commun. Parce que l'écoute n'est pas la même tout à fait, mais elle se complète. Pour moi, elle se complète parce que le DRH, il a bien sûr l'oreille de la direction générale, il est membre de la direction générale normalement, même membre du comité exécutif. C'était mon cas. Il connaît les contraintes économiques. Il peut les mesurer, mais en même temps, il est porteur des contraintes ou des contributions possibles venant des personnels. Et c'est là où il y a des articulations à faire, et il faut savoir s'opposer à des choses. Alors, on peut pas il faut pas donner sa démission tous les matins. Non, ça va pas. Hein. C'est pas une bonne façon. Mais de temps en temps, il faut dire, écoutez, non, c'est pas possible. Et puis il y a quand même les managers peuvent vous appuyer. Les managers de terrain, ils connaissent aussi, ils sont en proximité, souvent. Et ils vous apportent des éléments. Les syndicats aussi, c'est plus difficile parce que, je les ai beaucoup pratiqués, je peux vous dire, c'est une école de patience, une école indispensable. Parce qu'autrement, le rouleau compresseur de l'économie et du reste et de la productivité est là. Donc il faut bien qu'il y ait des freins, mais plus que des freins. Alors ce qu'il faudrait qu'il y ait plus souvent, ça vienne des propositions alternatives pour savoir comment on fait pour ne pas aller dans telle ou telle direction. Voilà. Alors sur cette question travail-emploi, moi j'allais dire je suis peu qualifié pour parler de ça, mais moi aussi ce cours m'a marqué, parce que je l'ai lu aussi. Voilà. Qui l'a marqué? Il m'a marqué parce que ça commençait par vous allez travailler comme psychologue du travail, et puis vous allez vous rendre compte que la place est déjà prise. La place des psychologues du travail, il y en a plein les entreprises. Les managers, les collègues, tout le monde est psychologue dans l'histoire. Mais j'aurais juste partagé une réflexion là-dessus. C'est que on pourrait se dire, effectivement, suivant le constat que proposait Grégory, qu'on s'est plus attaché aux questions d'emploi aux questions de travail, parce que et c'est pas la récente enquête que vous avez peut-être lue de l'ANACT sur le bilan de 10 ans de QVT, où contrairement aux attendus, c'est davantage sur les questions d'emploi que sont focalisés les accords plutôt que sur les contenus de travail, et c'est l'ANACT qui en faisait la promotion et qui fait ce constat-là. Il y a très peu d'accords qui concernent les questions. Ça, c'est un rapport important, je pense, à avoir en tête. Et donc, on pourrait se dire, parce que c'est plus simple, l'emploi. C'est plus simple, et puis c'est ça qui est maintenant rare. Voilà, depuis les années 70, l'emploi est rare, donc on va être sur des questions d'emploi, parce que c'est le nerf de la guerre, on pourrait dire. C'est celui qui se raréfie. C'est déjà bien d'avoir un travail, ça c'est le genre de discours qu'on peut entendre maintenant. Même, pas seulement des managers, mais des RH. C'est bien d'avoir un travail, donc... ça rappelle des vieux souvenirs d'ailleurs. Si ça vous plaît pas ici, vous pouvez aller voir ailleurs. C'est ce qui pouvait se dire d'ailleurs quand on revoit le temps, les temps où Taylor travaillait. Mais à l'époque d'un plein emploi, c'était autre chose qu'à l'époque d'une pénurie, en tout cas d'emploi dans un certain nombre de domaines.
Alors moi, du coup, je me dirais, cette question travail-emploi, que je pense quand même qu'on est dans une sous-évaluation de ce que c'est que le travail. Et sous-évaluation dans laquelle, je pense, les RH ont un choix à faire. Parce qu'ils peuvent être, entre guillemets, complices avec les managers, un certain nombre, de cette sous-évaluation, de ce sous-dimensionnement, comme si le travail, c'était des tâches à faire, quoi. Pour le dire comme ça, mais pour des psychologues du travail, en tout cas au CNAM, c'est cette distinction entre le travail prescrit, hein, la tâche, et puis ce qu'on fait réellement, et l'engagement que ça demande. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Mais je pense que vraiment, il y a cette illusion très forte, hein, qui gouverne, pas forcément ce que les gens ont dans les têtes, mais en tout cas les discours, hein, autour du travail, à savoir que le travail, ce n'est que, hein, ce n'est que des tâches à faire. Et de ce point de vue-là, je suis frappé de voir que ce qui a été le résultat du travail de Taylor aux États-Unis, donc il y a bien longtemps, a commencé à se répandre même pour des fonctions de direction, quoi. Hein. Même pour des fonctions plus élevées, quoi. Même l'encadrement, ce n'est que. Et du coup, quand c'est comme ça, on s'éloigne considérablement de ce que représente le travail. Et du coup, on comprend mieux, hein, pourquoi il y a un tel discours de dire, mais ils ne savent même pas, les chefs, de quoi on parle, quoi. Ils ne savent pas de quoi on parle. Hein. Voilà, ça c'est quelque chose qui revient. Parce qu'on est sur un point important avec la fameuse QVT, la qualité de vie au travail. Il y a eu beaucoup d'accords, et c'est vrai qu'on est resté, me semble-t-il, c'est ce que dit l'ANACT apparemment, je n'ai pas lu la dernière étude, on est resté à l'extérieur des choses. On est resté à l'extérieur du travail, les conditions matérielles. Et souvent, il y avait des illusions incroyables. Les fameux chiffres happiness manager, hein, on a des hommes chargés du bonheur au travail. Il y a une confusion entre bonheur et bien-être déjà. C'est pas la même chose. L'entreprise n'est pas là pour le bonheur des gens. Elle est pour créer, mettre des compétences au service d'une société, au service d'un ensemble national ou pas, au service de soi-même et des autres. Mais pas le bonheur. Le bonheur, on le trouve dans sa vie personnelle, dans sa vie relationnelle. Alors on s'est intéressé beaucoup au bien-être, mais avec des choses extraordinairement artificielles. Mettre un piano dans la gare Saint-Lazare pour que les managers, les voyageurs m'ont dit mieux. Pourquoi pas, mais ça ne règle pas le problème du cheminot sur les rails à 5 heures du matin, voilà, par des grands froids, etc. On a vraiment fait, on s'est intéressé alors il y a eu l'entreprise Spinoza, etc. Il y a eu énormément de choses depuis 15 ans où on s'est intéressé à des petites choses en pensant qu'on allait créer des conditions de vie au travail bien meilleures. Je crois que les DRH comme d'autres, on ne s'est pas assez intéressé à l'organisation du travail. Enfin, c'est Claude qui le dit, un travail bien fait, c'est déjà un travail, c'est déjà important. Le travail doit être bien fait. Bien fait, ça veut dire que dans sa propre organisation, il permet de faire une œuvre, de travailler avec d'autres, d'avoir des marges de jeu, ce qu'on appelle le pouvoir d'agir au sein d'une organisation. C'est ça qu'elles font. Alors, les DRH sont peu intéressés. On a laissé souvent aux ingénieurs ou aux consultants le monopole des réorganisations. Et les réorganisations sont faites de façon extrêmement théorique d'en haut, sans analyse véritablement des processus de travail. Et là, il y a des expériences. Yves Clos a fait des choses très passionnantes avec Bonnefond, je crois, chez Renault. C'est très très passionnant. Avec l'inconvénient éventuellement, c'est que ça met un peu les organisations syndicales de côté, puisque elles-mêmes ne sont pas beaucoup rentrées dans les processus de travail. Elles sont restées très extérieures avec souvent des slogans ou des revendications un peu décalées. Et les syndicats sont peu intéressés au travail en profondeur. Ils s'intéressent plus à l'emploi, eux aussi, hein, à l'emploi, et pas au travail lui-même. Alors ça, je vous dirais que c'est un autre sujet. Du coup, on va passer du constat à l'action. En plus, pour un psychologue, c'est très important, l'action. Et très rapidement, pourquoi le choix du verbe réanimer, déjà? Parce que réanimer, c'est quand même on est dans le fort, là, on est sur du vital. Donc, déjà, très rapidement, si un des deux peut nous dire pourquoi ce verbe réanimer.
Moi, je veux bien commencer là-dessus, puisque je suis un peu responsable, non pas du titre, on l'a choisi en commun, mais le titre réanimé, c'était en plein début de la pandémie, quand on a décidé du titre, et il voulait dire quelque chose. Il voulait dire quelque chose parce que il était interpellant et il était provocateur. Provocateur parce que, surtout pour ceux qui, ce soir, nous écoutent, d'ailleurs, il peut être encore provocateur, surtout pour ceux qui pratiquent le métier de DRH ou qui s'y préparent. Mais c'était pour provoquer un réveil, je dirais, salvateur. Là où la raison d'être des DRH s'est émoussée, voire elle s'est perdue. Ce que ça voulait dire, c'est que quand on a besoin de réanimer, c'est qu'on a perdu son âme. Et perdre son âme, c'est pas un mot d'église, l'âme. C'est pas non plus un mot seulement philosophique au sens de Descartes. C'est, il y a l'âme d'une entreprise, comme il y a l'âme d'une famille, comme il y a l'âme d'une nation. L'âme, c'est une notion beaucoup plus forte. Alors que les DRH, souvent, ils avaient l'impression de travailler avec du vague à l'âme au mieux. Au pire, ils travaillaient la mort dans l'âme. Ils avaient souvent rendu l'âme. Et il y avait besoin, donc ce mot de réanimer, ça avait vraiment du sens, c'était redonner une énergie vitale, eux d'abord, et essayer de la faire partager ou de la faire circuler au sein de l'entreprise. Parce que c'est ça dont il s'agit. Un DRH, c'est pas une fonction ordinaire. Les psychologues peut-être aussi, c'est quand même donner là où on est une certaine énergie qui vient de soi, mais pas seulement par des ressorts psychologiques. Et justement, c'est là où il faut revenir au travail lui-même, parce qu'il faut jouer sur le métier, autant sur le métier que sur la psychologie. Voilà ce que je peux dire sur le réanimé. Ça répond à votre... Non, mais, je vais enfoncer le clou parce qu'on s'est posé la question en disant réanimer en pleine pandémie qui n'était pas finie. C'est provocateur, mais ça peut être même un peu dangereux, quoi, hein, parce que... Mais moi, je vais enfoncer le clou sur réanimer parce que on pourrait dire une fonction RH qui remplit pas sa fonction, c'est pire que s'il n'y en avait pas. Voilà, je le dirais comme ça. C'est pour ça que ça demande un traitement de choc, c'est ça que ça dit. Hein. Quand vous avez un RH qui est censé s'occuper de vous, mais qui le fait pas ou qui le fait à l'envers, ou qui vous vend quoi, hein, quelque chose qui en fait est du vent, voilà, c'est pire que de pas en avoir parce que on sait pas. Vaut mieux avoir affaire à un manager, comment dire, directement exigeant, voire brutal, où on sait à quoi s'en tenir, que d'avoir une RH qui, comment dire, derrière un juriste, parce que on n'a pas parlé de ça, mais les RH sont aussi très juristes, hein, derrière, pour dire je vous fais parler pour avoir des informations, enfin voilà, tout ça. Ça peut être pire, quoi, d'avoir une mauvaise RH. Hein. Je dis au féminin pour fonction. Hein. Oui, parce qu'après tout... Il y a les deux mots, hein. Il y a anima et animus. Animus, il souffle, c'est faire du vent. Anima, c'est beaucoup plus profond. C'est tout ce que je veux dire. Il y a deux sens. Alors du coup, je vais reprendre la main parce qu'on me dit qu'il y a beaucoup de questions, donc pour essayer quand même d'avancer quand même sur le livre, que je vous rappelle, hein, donc c'est pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, donc c'est un livre qui est en double écriture, hein, donc vous posez, Jérôme vous posez la question, Joseph vous y répondez, et il y a un moment donné vous parlez de retrouver et justifier le professionnalisme de la fonction RH. Donc vous évoquez des tentatives, celles qui ont du sens, mais aussi des fausses pistes, etc. Et donc j'ai envie de vous dire, n'est-ce pas aussi l'occasion de changer des paradigmes que de s'attaquer à la fonction RH, des paradigmes notamment de management, et ainsi que de transformer le métier de RH. Et du coup, pour faire un lot de questions vis-à-vis du psychologue, quelle serait la posture du psychologue? Parce qu'en plus, on a envie de dire la posture du psychologue, parce que dans ce cas, qui est le commanditaire? Pas de questions quand on... Oui, alors je reprends. Donc, puisque en plus c'est vous qui le dites, hein, Joseph. À un moment donné, vous parlez de retrouver et justifier le professionnalisme de la fonction RH.
Et donc vous évoquez, et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a eu des tentatives, des fausses pistes. Mais justement, est-ce que c'est pas l'occasion aussi de changer des paradigmes comme ceux du management? Oui, enfin, il y a quand même dans la fonction des fondamentaux qui vont rester. La DRH, il y a des compétences à acquérir. Bon, je pense que d'ailleurs l'expérience est souvent le plus important. Vous sortez d'Assas avec le CIFOP, 2 ans, 3 ans de maîtrise, c'est bien, vous avez acquis des considérations juridiques, des données économiques un peu pour savoir un peu lire un bilan si on peut, c'est quand même mieux. Il y a des fondamentaux de la fonction qui restent. Mais c'est l'orientation qui doit changer. L'orientation, je suis d'accord sur le changement de paradigme au sens où ce qu'il faut viser, c'est pouvoir offrir au personnel, pas seul, mais avec d'autres. Alors, c'est un travail commun, et ça se fait avec les managers, avec les syndicats, avec tous ceux qui s'intéressent à l'humain, avec les psychologues. Donc c'est une fonction qui doit aujourd'hui se coordonner. Elle n'est pas unique, elle n'est pas propriétaire d'un savoir, elle n'est pas propriétaire d'un pouvoir. Elle doit faire autorité, mais sans surplomb. Elle doit essayer de faire en sorte que les gens travaillent en commun, parce que c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui, le commun. On y reviendra, parce qu'avec le télétravail, c'est dramatique, avec l'individualisation des emplois, le rapport personnel à un manager, qui détruit très fortement les solidarités antérieures. Et donc, le changement de paradigme, oui, je le vois pour les RH, qui est de s'intéresser plus aux personnes, probablement, et plus aux organisations. Plus aux organisations aussi. Et notamment avec la numérisation, je pense qu'il ne faut pas rejeter la numérisation, mais il faut l'humaniser d'une certaine façon. Il faut qu'elle soit introduite avec le temps nécessaire. On disait tout à l'heure, le temps des hommes et le temps des organisations ou des managers n'est pas le même. Il faut beaucoup plus prendre du temps. Dans ce sens-là, c'est une fonction qui doit être plus attentive à ce que sont les personnes, etc. Et le rôle, les managers, c'est la même chose, mais comment faire que le travail redevienne désirable? Qu'on aille au travail, non pas heureux les matins, mais qu'on n'y vienne pas comme au bagne, qu'on y vienne pour y trouver un certain sens. Et comment le travail peut trouver un sens? À mon avis, c'est ça le rôle des managers, du DRH et de beaucoup de gens. Et comment rendre le travail à nouveau désirable dans l'entreprise? Qu'on n'y aille pas les pieds plombés avant d'y aller. Et ça, c'est ça le paradigme essentiel pour moi, du DRH. Alors, moi, votre question, j'ai envie finalement de faire ce qu'on n'a pas fait dans le livre, hein, mais ce qui m'est venu après coup, hein, c'est quand même de trouver problématique l'appellation ressources humaines, quoi. Parce que on tourne autour la fonction ressources humaines, les ressources humaines. Et je partage ça avec vous, mais je le mets en débat, hein. Mais quand même, quand on dit ressources, quoi, de quoi on parle, hein? Ça veut dire dans l'organisation, ressources, c'est pour qui, hein? Alors, si on dit c'est les humains qui sont des ressources, il faut quand même se dire que, d'une certaine manière, on reprend le vocabulaire un peu matérialiste, quoi, hein. Les premières ressources sont d'abord, pour faire n'importe quelle production ou service, on parle d'abord des ressources matérielles, hein. Donc, l'idée de cette expression, c'est quand même d'avoir mis presque en second, d'avoir utilisé une expression des ressources matérielles pour parler en plus, on a des ressources immatérielles, celles qui sont humaines, hein. Mais quand même, moi, je trouve que ça invite à mettre les humains dans le même registre, quoi, que les ressources matérielles. Et du coup, on ne sait plus très bien, d'ailleurs à chaque fois ce qu'on dit, mais il y a un deuxième problème, c'est humain, quoi. Parce que du coup, en fait, de plus en plus, on l'entend en se disant, en fait, une des fonctions des RH, c'est d'être humain avec ces ressources-là. On l'entend des deux côtés, ce qui serait bien, c'est que ça soit humain, quoi. On attend que les RH, si le manager l'est pas, que le côté RH, lui, humanise la relation au travail.
on attend du RH, et ils ont très bien compris le truc d'ailleurs, hein, ils vont se montrer particulièrement bienveillants. D'ailleurs, les managers se disent aussi qu'ils savent faire la bienveillance, puisque ça s'apprend partout, il y a des formations pour ça. Et la bienveillance, la gentillesse, la politesse, le problème c'est que ça entretient une confusion monumentale. Évidemment, je n'ai rien contre la gentillesse et la cordialité au travail, mais si c'est pour être humain dans ce sens-là, avec les ressources que représentent les hommes et les femmes qui travaillent, ça pose un énorme problème, parce que c'est ce que tu as dépeint tout à l'heure, on se trompe de fonction, quoi. On a l'impression que c'est simplement en étant humain avec des gens qui ont des conditions éventuellement, des conditions de travail épouvantables, qui ont à faire un travail ni fait ni à faire, l'expression n'est pas de moi, mais vous la reconnaîtrez. Quand on rajoute de la gentillesse ou de la cordialité là-dessus, ou de la vous pouvez dire, c'est presque encore pire, quoi. Si on vous dit gentiment, on est très content de votre travail que vous avez fait, pourtant en dépit du bon sens, c'est encore pire. Voilà. Je vais prendre un exemple, mais ce qui va vous parler. Là, je travaille dans un hôpital qui a passé sa certification. Bon. Eh ben, il a reçu 95 sur 100 de la note de l'entreprise de certification. Ben, pour quelqu'un qui considère qu'au jour le jour, avec des tas de raisons, des manques d'effectifs, le travail est ni fait ni à faire, entendre dire qu'en plus on a une bonne note, c'est pas une compensation, c'est encore pire. Parce que du coup, ça veut dire que les critères d'évaluation de l'organisation sont pas les bons. Et donc ça renvoie à soi-même, voilà. Et donc, je termine juste par ça, pour dire, peut-être finalement, la question qui est, parce que tu parles de changement de paradigme, la question qu'on évite, c'est l'humain comme source du travail, déjà. Avant de parler de ressources, il faudrait d'abord dire que, et là-dessus on peut s'entendre, c'est d'entendre que les humains apportent quelque chose du travail, quoi. Et je reprends une expression qui est vieille, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est que parfois c'est vieux, mais ça nous parle. C'est pas de moi, c'est de Claude Veil. Claude Veil, c'est un des premiers qui a été à l'initiative de ce qu'on appelait la psychopathologie du travail. Il disait, on s'intéresse davantage aux gens qui posent problème qu'aux problèmes qu'apportent les gens. Voilà, ça reste un défi, je pense, pour les RH, et évidemment pour les psychologues du travail. Oui, parce que la critique que fait Jérôme sur le mot ressources, il a tout à fait raison, parce que ça fait des ressources minières, etc. Mais je pense qu'on a changé souvent les appellations. Moi, j'ai été directeur du personnel, directeur des ressources humaines, puis après j'étais directeur des relations humaines et sociales du groupe. Bon, on a changé les mots. C'était pas neutre forcément. Directeur des relations humaines et sociales, c'était déjà différent. Donc ça indiquait quand même un sens. Il y avait humaine et sociale, c'est-à-dire qu'il y a la vie en communauté, la communauté de travail, et on s'intéresse aux personnes. Moi, je pense, là aussi c'est une formule, mais c'est une formule qui est forte. Je pense qu'un des nouveaux paradigmes de la fonction ressources humaines, on doit s'inspirer de la philosophie du care, de prendre soin. Le travail est un soin. Le travail est un soin à emporter. Le soin, on pas au sens de la bienveillance purement... non, le soin, on s'intéresse aux difficultés des gens éventuellement. On n'a pas de solution toute faite. Le travail est un soin et on peut dire, on peut développer ça, c'est que le soin est aussi un travail. Le soin est un travail et là, ça nous entraînerait à avoir une appréciation différente des métiers. Les métiers du soin, justement, sont très mal considérés et très mal rémunérés. Or, c'est fondamental. Donc, comment arriver dans une économie équilibrée à avoir à la fois respecté, faire que le travail soit comme un soin apporté aux personnes et que le soin soit aussi mieux considéré dans l'ensemble des métiers. Alors, j'aurais plein d'autres questions à vous poser, mais je vais vous dire qu'on va inviter nos spectateurs, qu'ils soient distants ou dans la salle, à lire votre livre pour savoir si effectivement on est au bord de l'asystolie ou s'il y a des possibilités de réanimer cette RH. J'aurais une dernière question avant de donner la main à nos auditeurs sur leurs questions.
Vous avez fait beaucoup de débats, vous avez fait beaucoup de conférences à droite et à gauche, vous avez écrit ce livre. Est-ce que après tout ça, vous réécrirez le livre de la même façon? Non, probablement pas, parce que on a été impactés tous par la pandémie, qui est d'ailleurs pas finie. Et donc, ce fait, l'état des lieux n'a pas tellement changé. Et les risques sont peut-être plus importants encore aujourd'hui. D'un mot, on a l'épidémie vague sur vague, vague sur vague, et on a l'impression qu'on ne peut pas sortir du présent. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une absence d'avenir possible. Et c'est vrai dans le travail. Et donc, on a l'impression d'être muré dans cette lutte en permanence contre ce qui revient, le retour du refoulé qui revient tout le temps. Bon. Et ça, c'est négatif. Il y a du positif derrière, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des vagues, on a trouvé des moyens. Et donc il y a toujours, là où on est, même si c'est difficile, il y a toujours le moyen de s'en tirer. Et je pense pour la fonction ressources humaines, c'est pareil. Espérer, c'est déjà agir. C'est-à-dire espérer, ça veut dire que on sort d'une sphère où la défiance est reine vers essayer de faire confiance. Essayer de faire confiance dans la société dans laquelle on est, dans l'entreprise dans laquelle on est, même si ça n'empêche pas les critiques, hein. C'est pas pour être béat de satisfaction, mais changer notre regard. Et moi, à mon avis, ça change beaucoup de choses déjà. Non, mais le livre, il a été quand même pensé comme un dialogue qui voulait pas se refermer, quoi. Donc, je pense qu'en fait, l'idée, c'est ce qu'on fait là, quoi. C'est que ça puisse après discuter. Moi, je sais pas si je changerais grand-chose, mais en tout cas, peut-être, j'accentuerais peut-être ce côté sur les expériences, quoi. Parce que c'est ça qui me paraît intéressant, quoi, de confronter les expériences de RH, d'autres. Peut-être j'aurais mis des salariés, voilà. Je pense qu'on pourrait même faire une collection, peut-on réanimer le management. Et dans l'esprit des éditeurs, ils avaient envisagé qu'on fasse des mises à jour. C'était les gens de mise à jour, il y en aurait une qui s'imposerait, c'est clair. Hein. Parce que le télétravail, on n'en a pas du tout parlé, peut-être qu'il y aura des questions là-dessus, mais ça change fondamentalement beaucoup de choses. Notamment, ça distance maintenant le lien social qu'est le travail. Le travail, c'est quand même un lieu d'existence où on fait communauté, il y a quelque chose de fort. Et puis les relations directes avec un manager qui peut être plus ou moins de bonne qualité, diabolique quelquefois, qui demande, il faut délivrer un travail, on délivre un travail à un manager, c'est bon, c'est pas bon, on délivre. C'est terrible. Et on ne se voit plus, il n'y a plus la communauté. Donc ça, sur ce point de vue-là, on aurait rajouté beaucoup de choses. Alors Georges, je vais te rendre la main pour les questions. Je ne sais pas si tu veux faire les questions d'abord distants ou autres. Je demanderai juste à nos interlocuteurs, vu le temps qui nous reste, sans jouer sur la qualité, bien sûr, mais de pouvoir, parce qu'il y a pas mal de questions de ce que je vois sur l'écran. C'est à toi. Alors oui, tout à fait. Alors, on a une taille qui peut encore permettre des prises de parole individuelles des uns et des autres, en particulier à distance. Donc, il y a Jean-Baptiste Vidal et Margot qui avaient des commentaires. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous prendre la parole? Vous pouvez lever la main, hein, virtuellement bien sûr. Jean-Baptiste Vidal, vas-y Jean-Baptiste. Oui, bonjour, je vous écoutais parler, j'essayais de comprendre de quoi vous parlez, je suis désolé. Pour le coup, je suis pas RH, j'ai été consultant pendant pas mal d'années, donc j'ai essayé de comprendre le débat. Et ce qui m'a un peu frappé, je dois être franc, c'est que j'ai trouvé que c'était un peu un débat du milieu, c'est-à-dire très, très éloigné de la réalité de ce que moi j'ai vécu pendant presque une vingtaine d'années maintenant dans ce métier-là et accompagné des DRH. Et à la fois, comment dirais-je, pas non plus frappé du sceau de la recherche, voilà, qui pourrait dire bah c'est un peu fondamental, etc. J'ai été assez étonné. Je comprends qu'on se pose la question de comment ça s'appelle du positionnement de la RH au sein de l'entreprise, mais j'ai trouvé que votre vue était assez étonnante et éloignée de ce que j'ai voilà, de ce que j'ai pu connaître. Donc je voulais savoir comment vous aviez
construit ce livre en dehors du dialogue, bon, qui est intéressant entre deux professionnels, on va dire ça comme ça. Comment vous l'avez construit, sur quoi vous l'avez basé en dehors de votre échange? Je ne sais pas si ma question est claire. Pour bien comprendre la question, moi j'aurais été intéressé par le fait que vous puissiez un tout petit peu développer là, le décalage quoi, que vous regardez pour qu'on puisse discuter. Alors attendez, je pensais que vous aviez accès aux discussions, du coup c'est pas le cas. Non. D'accord. Donc, est-ce que vous pourriez détailler un peu en quoi votre constat est différent de celui des auteurs? Oui, alors le constat global, j'ai pas pris assez de temps de travail pour en faire un constat aussi global que le vôtre. Non, il y avait beaucoup de choses que j'ai notées qui me semblaient des décalages assez étonnants. Le fait que, par exemple, à plusieurs reprises, vous avez évoqué le fait que les DRH avaient beaucoup de leviers. Or, il y a quand même énormément d'entreprises, et grandes et petites, dans lesquelles ils ne sont pas, contrairement à ce que vous dites, dans les comités exécutifs, dans les partis décisionnaires, parfois même placés en dessous de d'autres directions. Donc c'est quand même pas bénin. C'est pas pour déresponsabiliser, c'est juste pour dire ce qui, moi, me semble exister. Donc c'est une première chose. Et après, il y a d'autres. Ça, c'est des petites choses comme ça que j'ai notées dans le discours qui m'étonnaient, qui me semblaient éloignées de la réalité. C'est ça surtout dans les descriptions que vous faisiez. C'est juste ça. Après, voilà, vous parliez de la notion de tâche, du travail qui était ramené à des tâches. Alors c'est vrai que cette notion de Taylorisme, Fordisme, elle est encore présente évidemment, et nous les consultants, parce que je l'ai été encore assez longtemps, on l'utilise, mais c'est extrêmement caricatural. Enfin, si je vous donne un exemple tout bête, vous lisez n'importe quelle job description de fonction dans une entreprise, je veux dire, c'est listé, écrit, partagé, connu au moment des recrutements et après, qu'on voit bien que c'est au-delà des tâches. On cherche des compétences, on cherche une capacité à sociabiliser, etc., qui sont pas des tâches en elles-mêmes, et on à la limite le temps dédié à ce liant, à toute cette tuile nécessaire dans l'organisation, il est connu, affiché, il est même évalué dans certaines entreprises, même si toutes ne savent pas ou ne le font pas toujours bien ou essayent de le faire au mieux. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui me semblaient soit hyper théoriques, soit un peu anciennes dans la vision. Excusez-moi, ça veut pas positionner la mienne comme plus récente et meilleure, mais simplement voilà, j'étais assez étonné de ce décalage. Voilà, entre ce que j'ai vécu. Merci. Est-ce que Jérôme, tu veux rebondir sur justement ce concept de tâche en psychologie du travail en particulier, qui est un peu différente de la dénomination purement taylorienne, quoi. C'est le prescrit versus le réel, quoi. Mais je vais répondre à ça, mais en tout cas, merci de l'intervention, parce que ça fait vraiment penser à quelque chose qui a quand même été présent à notre esprit quand on a fait ce livre. Hein. C'est que quand on parle de la RH, c'est très difficile d'en parler de façon générale, quoi. Parce que d'un endroit à un autre, on ne parle pas de la même chose. Ce petit point sur les RH qui ne sont pas décisionnaires, moi je vais dans votre sens, hein, je pense que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que là il y a eu vraiment clairement une évolution. Hein. Ce dont je pense parlait Joseph, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire qu'il y a un temps où les RH étaient beaucoup plus du côté du manche, hein, beaucoup plus, et que ça, elles en sont de gré ou de force parties, soit qu'elles sont avec les managers mais sans voix distincte, soit qu'elles n'ont même pas voix au chapitre. Donc moi là-dessus je partage votre constat, et pour moi c'est pas inintéressant de se dire que c'est une évolution. Il faut un peu remonter dans le temps pour revenir réanimer, il y avait ça aussi, hein, c'est revenir à des fondamentaux qui ont disparu, sans parler d'un âge d'or, mais en tout cas qu'il y a des modèles un peu présents. D'ailleurs, avec les changements de nom, parfois ça accompagne ce genre de dissolution. Et pour moi, c'était bien ça l'idée de la dissolution. Tu verras si... Pardon. Moi, j'ai pas fini. Voilà, sur la question de l'RH, moi, en tout cas, je vais dans le sens de la remarque, hein, mais pour dire qu'on... Je ne sais pas s'il faut revenir en arrière, mais en tout cas, il y aurait... si on va aussi loin dans réanimer les RH, c'est bien qu'il y a quelque chose qui est un peu mort, hein, quand même, hein, ou qui est subclaquant. Sur la question des tâches, alors merci de votre remarque, parce que en vous entendant, je me disais que j'étais assez d'accord avec vous, et je pensais que... vous voyez, il faudrait regarder les endroits où on parle, hein, toujours. Hein. Dans la fonction publique, par exemple, que je connais un peu, hein, la quasi-totalité des gens n'ont pas
n'ont pas de job description, hein. Ils n'ont pas de fiche de poste, hein. Et en vous entendant, je me disais qu'il y a aussi beaucoup de fiches de poste dans le public et dans le privé où on ne va pas lister les tâches, justement, parce que ça c'est vraiment à l'ancienne, mais on va lister en 2-3 points des savoir-être, des savoir-faire, des savoir-être, dont, par exemple, la fameuse autonomie. Et avec ça, quand on lit bien, hein, entre les lignes, enfin les gens comprennent bien au bout d'un moment que ça veut dire que vous allez vous débrouiller avec tout. Pour reprendre ce que dit Claude, hein, qui a regardé ça, mais ça date déjà d'il y a 10-15 ans, quand il a fait son livre avec Golac, c'était qu'on demandait de plus en plus dans les fiches de poste, hein, à des gens de pouvoir se débrouiller, quelle que soit la situation, avec l'adaptation, l'adaptabilité, enfin ces mots-là. Et effectivement, là, on est au contraire de la tâche on vous demande d'avoir une sorte de compétence, savoir-faire, savoir-être, voire la compétence ultime, l'adaptation, c'est-à-dire vous débrouiller d'absolument tout, même si vous ne savez pas le faire. Donc, merci de votre question, parce que je pense qu'avec la question de tâches, je le disais en disant, il y a une simplification dans la pensée de ce que les gens font quand ils travaillent, voilà, mais que ça va avec aussi dans le discours, et dans le discours tel qu'il s'exprime dans le formalisme des fiches de poste, de plus en plus, on ne va pas s'intéresser justement aux tâches, mais on s'intéresse aux compétences, mais c'est deux manières de ne pas s'intéresser au travail. Oui, je ne sais pas si j'ai bien compris l'interpellation. Ce que je peux dire deux choses, c'est que d'une part, toute expérience est singulière et rarement exemplaire. C'est-à-dire que moi, j'ai connu quelques entreprises, mais je parle bien sûr d'un milieu assez privilégié, dans les banques, on était 40 000, 45 000, et donc, c'est pas transposable, c'est pas le travail des caissières de Carrefour, ce n'est pas non plus le travail du cantonnier, etc. Donc, c'est extrêmement divers, les emplois sont extrêmement divers, donc c'est vrai, je me suis situé d'un point de vue de ce que j'ai connu, même si je l'ai fait pendant 20 ans. J'ai été, plus même, j'ai vu les évolutions. C'est un point d'humilité, au sens où on n'est pas exemplaire, on dit ce qu'on a vu, ce qu'on a fait. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas assez explicité, c'est que il y a tellement de niveaux. L'ARH, c'est toute une ligne. C'est une ligne de professionnels. Il y a la fonction de directeur des ressources humaines qui est au comité exécutif, qui est là en charge de faire respecter un certain nombre de choses dans les décisions stratégiques de l'entreprise. À ce niveau-là, il faut avoir des lignes stratégiques. Mais bien sûr, il y a toute une autre chaîne. Il y a ce qu'on appelle les responsables de ressources humaines dans les unités, donc tous les niveaux. Par exemple, moi, j'avais un ensemble de direction du personnel, nous étions 400 pour 40 000 personnes. Donc c'est à peu près la bonne règle, 1% à peu près. Mais donc, les fonctions RH sont extrêmement différenciées. Vous pouvez avoir eu l'impression que c'était un peu éthéré, parce que, évidemment, quand c'est vu du point de vue d'une grande entreprise multinationale, multiculturelle, le positionnement du directeur central est très différent du responsable local des ressources humaines, où lui, il a ses fiches de poste, il a des choses, il a organisé les recrutements, il a organisé ce qu'on appelait les notations, l'appréciation, l'évaluation, etc., donner un état d'esprit. Donc c'est vrai que la chaîne donne des métiers à l'intérieur de la fonction ressources humaines assez différenciés, et avec des niveaux de responsabilité qui sont assez différents. Ça peut expliquer le décalage que vous avez pu noter par rapport à ce qu'était votre expérience des ressources humaines de façon plus concentrée ailleurs. Merci Joseph. Est-ce que... Alors, oui, de toute façon, ce que vous cherchez à faire, c'est justement à provoquer un dialogue dans la fonction et c'est de s'interroger. On a une question dans la salle. Oui, tout d'abord, merci à vous pour ce débat très riche et d'avoir eu le courage de justement essayer de mettre ce questionnement aussi bien à RH qu'en psychologie. Alors, je sais pas trop si mes questions vont être claires.
En fait, j'ai plusieurs questions, notamment sur quel point pensez-vous que la fonction RH et la psychologie peuvent se rencontrer dans un contexte néolibéral, tout en sachant qu'aujourd'hui, on voit dans les organisations que toutes les problématiques organisationnelles sont renvoyées à la responsabilité individuelle. On prône des compétences telles que l'autonomie. Voilà, comment on articule ça, comment on le met en discussion. Et j'avais un autre point aussi au niveau de justement des dirigeants. Comment pensez-vous présenter, en fait, quels seraient les arguments selon vous qui pourraient être présentés aux dirigeants justement pour faire appel aux psychologues? Je ne sais pas si j'étais claire. Non, je comprends bien la question. Assez rapidement, Josette, s'il vous plaît. Pardon ? Assez rapidement, s'il vous plaît. Ah mais rapidement, ça va être très, très rapide. Les psychologues du travail, là où je travaillais, étaient essentiellement, entre guillemets, utilisés professionnellement dans les recrutements. Il y avait souvent des psychologues qui étaient chargés du recrutement, pour donner un aperçu de la personnalité, etc., avec des tests et l'ensemble de compétences. Ça a été, pour longtemps, c'était le rôle primordial des psychologues. Après, j'ai vu les psychologues se saisir, les psychosociologues, de l'audit social, l'ambiance, le ressenti, faire des études d'ambiance et faire après un résumé pour les managers, etc., pour voir comment on pouvait s'améliorer. Ça a été les deux grands thèmes. Les deux grands thèmes, le recrutement et l'audit social. Parce que les autres fonctions étaient souvent prises ou par les DRH eux-mêmes. Alors, à mon avis, il y a un manque aujourd'hui. Le DRH et les psychologues ne se rencontrent pas tellement. Les psychologues, je parle des psychologues qui sont à l'intérieur. Il y a bien sûr par des consultants. On peut être. Le psychologue me semble souvent plus extérieur en entreprise que le RH. Parce qu'il donne un point de vue un peu différencié. Il a peut-être moins le souci de l'économique que l'autre. Il a peut-être plus le souci des personnes. Donc les rôles sont assez différents. Mais je pense qu'il y a des complémentarités à organiser. Mais c'est jamais très simple parce que les différences de considération de l'entreprise sont assez grandes. C'était très clair, hein, vos questions, mais par contre, ce qui est moins clair, c'est comment y répondre. Hein. Enfin, très rapidement, moi je partage en tout cas votre point là sur la question d'autonomie et d'individualisation. Hein. Si bien que d'ailleurs, dans les quelques dialogues que j'ai pu avoir au début avec des RH, un m'a marqué, on avait discuté longtemps, et puis à la fin, non, déjà pas de réponse. Alors on m'a appris que quand on répondait pas, ça voulait dire que c'était une réponse. Et puis on m'a dit après, très brièvement, on s'en est sorti par un coaching. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas seulement une question de moyens, hein, même de moyens financiers. C'est que cette question de donner un coaching parce que le manager ça va l'aider. Voilà, donc pour contrer ça, hein, c'est compliqué, mais je pense qu'un des points vraiment de force que les RH et les psychologues de travail peuvent avoir, c'est que peut-être justement ils ont besoin l'un de l'autre. Hein. Voilà, ils peuvent avoir besoin l'un de l'autre, et ce que j'ai dit tout à l'heure, que je dis ça, leur front commun, ça peut être qu'ils ont en commun d'avoir en tête, différemment, mais peut-être ensemble, l'idée de l'épaisseur de ce que représente le travail. Quoi. Et peut-être que c'est ça qu'ils peuvent amener. Et du coup, s'ils ont besoin les uns des autres, je pense que c'est intéressant, parce que ça peut faire appel. Et en tout cas, dans les deux cas, ils peuvent être des empêcheurs de tourner en rond, parce que le travail peut être justement cette idée que ça tourne en rond, même si ça tourne mal, hein, pas au sens du bon ronronnement, mais que ça tourne mal et on ne sait pas comment faire autrement. Et du coup, dans les arguments, vous voyez, je pense quand même qu'à un moment donné, il doit y avoir des arguments législatifs, quoi. Je pense que le législateur doit s'en occuper. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des verrous, hein, à un moment donné, tu connais ça mieux que moi, mais cette question, à un moment donné, de dire, depuis récemment, là, il faut faire une enquête préliminaire avant de faire un PSE.
sur l'impact que ça va avoir sur les RPS. Ça date d'il y a moins d'1 an. Je dis pas que c'est bien ce qui va se passer, mais je dis que c'est quand même une occasion, parce que ça oblige les directions et du coup leur RH de faire appel, soit en interne mais plus souvent en externe, à des gens qui vont faire cet audit-là. Je présume pas que l'audit va être de qualité. Je pense que même dans bien souvent des cas, c'est un point de passage sur lequel on va assez vite, parce que ce que veut parfois la direction, c'est juste avoir le rapport pour passer là, on connaît ça. En tout cas, sont des points d'entrée qui me paraissent peut-être indispensables pour argumenter, pour empêcher que ça aille comme ça de l'avant avec tous les signes du travail au rouge, l'absentéisme, le turnover qui va pas, le nombre de maladies, d'accidents, etc. Voilà. Je crois qu'il faut aider les organisations à penser que ça ne peut pas passer, quoi. Merci. Alors il nous reste 10 minutes, donc je vais donner la parole à Margot à distance, et puis après on prendra une dernière question en salle avant de nous quitter. Margot, est-ce que tu m'entends? Oui, absolument, merci. Merci à vous pour cette présentation ce soir. Intéressée par le thème, j'y ai vu l'occasion d'exposer le dialogue possible effectivement entre la DRH et le DRH et le psychologue. Comme certains, le titre du livre m'a aussi interpellé, mais vous avez dit tout à l'heure qu'il avait pour intention à la fois d'interpeller et aussi de provoquer. Toutefois, messieurs, et je m'adresse aussi bien aux psychologues qu'au DRH moi-même, je n'y ai pas reconnu une DRH d'aujourd'hui. Dans ce que vous avez à la fois présenté, je sais bien que vous avez interviewé et rencontré un certain nombre d'organisations et de personnes en responsabilité, qu'on ne peut pas rendre compte de tout. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu éloigné des organisations publiques ou privées qui ont ces dispositifs, c'est-à-dire qui ont des psychologues en interne. Et ce qui m'amène à vous poser la question suivante, c'est comment voyez-vous cette articulation aujourd'hui entre le DRH et quelle articulation possible entre le DRH et le psychologue dans l'idéal, même si vous avez fait un certain nombre de propositions dans votre livre. Est-ce qu'on a le droit, parce que du coup, moi, quand j'entends votre question, j'ai envie de vous renvoyer la question moi, ça m'intéresse de voir ces décalages-là, parce qu'ils nourrissent la réflexion, je crois, pour nous comme pour tous. Comme on a déjà un peu répondu sur l'articulation, il me semble, moi, ça m'intéresserait de savoir justement sur quoi vous ne reconnaissez pas, parce que c'est ça qui est intéressant. Oui, merci. Je n'ai pas préparé, évidemment, comme a dit tout à l'heure Jean-Baptiste, mais je peux répondre quand même sur... tout à l'heure, monsieur, vous avez dit à quoi sert un DRH s'il n'est pas capable de s'opposer, par exemple. Bien, ce rôle dévolu au DRH, ou le reproche qu'on lui fait, s'il ne s'oppose pas, c'est qu'il est la voix de son maître. On est bien au-delà aujourd'hui. Il me semble, encore une fois, organisation publique ou privée que je connais, je parle en connaissance de cause. Vous avez fait, par exemple, aussi une observation sur ces pratiques qui sont, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais qui sont transposées du privé au public. Ce n'est pas systématiquement, je dirais, le cas, et dans la réalité, un copier-coller des univers. Le public n'a pas attendu le privé. Une loi de 2019 sur la transformation des institutions se déploie déjà depuis un petit moment et trouve ses propres ressources, ses propres adaptations, ses propres initiatives qui fonctionnent. Et pourtant, j'ai pas tellement entendu parler de ces innovations, par exemple, dans le public. Et le rôle central ou le rôle qui reste encore assez important de la DRH dans ces organisations. Voilà 2 exemples. Je n'ai pas plus de temps pour préparer, mais voilà quoi ça me renvoie. Et pourquoi je mesure ce décalage. Merci. En tout cas, je pense qu'elle a répondu à la question de Jérôme.
Et ça me fait penser que j'imagine qu'il y a autant de terrains de DRH que de terrains de psychologues. Et les écarts que vous avez illustrés en témoignent en fait. Et c'est vrai qu'on ne peut pas avoir une vision exhaustive de l'ensemble des approches des RH ou des psychologies sur tous les terrains. Là, ce serait un travail un peu peut-être encyclopédique, mais votre remarque qu'il y a différents angles me paraît intéressante à garder en tête, quoi. Effectivement, diversité. Merci. Alors une dernière, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire une chose, moi, quelquefois on a l'image du DRH, la DRH, les responsables des ressources humaines, ce ne sont pas les administratifs de la paye ou les administratifs du code de travail. C'est complètement dénaturer la fonction si on la réduit à être des administratifs du contrat de travail. Alors souvent ils sont perçus comme tels, c'est qu'ils ont fui leurs responsabilités, ou alors on ne leur a pas donné, ou ils ne l'ont pas revendiqué. Ça me paraît très important. Merci. Une dernière question, il nous reste 5 minutes dans la salle, à vous. Alors, j'avais en fait une question qui était un peu sous forme d'une hypothèse complémentaire à celles qui ont été faites pour expliquer les difficultés de la fonction. C'est vraiment une hypothèse, donc voilà, c'est pour ça que je voulais en faire part, qu'on m'aide à réfléchir à la question. En fait, moi, je me demandais aussi si paradoxalement, il n'y a pas une difficulté qui vient du en matière de santé. Ouais. Alors, je ne parle pas du droit collectif, des interventions sur les plans sociaux, etc. Mais par exemple à la question des violences au travail et des obligations légales en matière de dispositifs permettant de faire des signalements. Une logique très individuelle, en fait, dans la mesure où voilà, il faut qu'il y ait une victime, il faut qu'il y ait un agresseur, l'analyse de la situation soit déjà faite. Travailler un peu sur la question, alors plus sur les violences avec les usagers. En fait, on se rend compte que comme il y a des collègues qui partagent la même vision, en fait, il y a une activité normative, en fait, de qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est peut-être une difficulté aussi légales qui sont dans une logique individuelle à la réalité du travail. Jérôme, tu prends le point rapidement. Ah oui, alors rapidement, mais c'est vraiment ça, c'est un champ qu'on n'a pas du tout couvert, mais c'est bien de terminer avec ça. Comment on passe du droit au fait, parce que moi je pense effectivement que c'est un progrès quoi, d'avoir ajouté des choses comme ça sur le droit, la loi sur le harcèlement moral, question sur c'est récent tout ça, mais évidemment je constate, je pense comme d'autres, que ça fait pas rien sur le terrain, mais ça fait pas beaucoup encore sur les situations réelles. Ça fait des formations, ça rajoute un peu entre guillemets, ça change un peu le climat, ça met un peu, on peut dire la pression quoi là-dessus, mais ça vient pas forcément percuter le travail réel encore les organisations, pour une raison effectivement que vous mettez en avant et qu'on voit à l'œuvre, c'est-à-dire qu'on remet aux individus le soin de dénoncer les choses là, et encore pire parfois de dénoncer pour elles-mêmes, c'est-à-dire on va dire faut d'abord que vous déposiez plainte. Et je ne parle même pas de maintenant quand vous parlez d'individualisation, mais je pense à la judiciarisation aussi de tous ces rapports-là, dans lesquels les RH peuvent d'ailleurs être très pris. On voit des organisations où parce que c'est pénal et droit du travail, ces questions-là là, que vous abordez, où le côté organisation va dire mais vous avez déjà porté plainte pénalement. Enfin, en gros, c'est pas à nous de le dire. Il y a une décharge qui est faite pour dire aller du côté du pénal et en plus individualiser ça. Petit exemple dans votre sens, dans le monde hospitalier que du coup je connais un peu, l'événement indésirable, c'est une fiche qualité de l'ingénieur qualité. Faites une fiche événement indésirable. Alors je vous laisse passer l'histoire, c'est-à-dire
pour moi, ça fait vraiment penser à cette blague de Coluche pour l'administration. Écrivez-nous de quoi vous avez besoin et on vous expliquera comment vous en passez. C'était la blague sur l'administration, c'est vieux. Mais c'est pour dire, c'est bon, consignez dans la fiche et ça ira, quoi. Alors, je réponds pas à votre question, mais j'essaie de la développer et j'ai envie d'y répondre au moins sous cet angle-là. Quand on regarde les obligations légales de l'employeur, celle par exemple qui préside au remaniement, en tout cas la loi de 2002, sur l'obligation de moyens et de résultats, pas seulement de moyens, confirmée par la jurisprudence, de résultats, sur la santé et la sécurité des salariés. Je pense que ça, il y a de quoi s'en saisir. Côté RH, côté organisation syndicale, je dirais même côté équipe au travail, on pourrait dire, pour s'organiser collectivement autrement que en faire quelque chose qui doit être passé par des canaux individuels de dénonciation, pour le dire comme ça. Je pense qu'on peut renvoyer l'employeur. Moi, je pense que je pense qu'il faut être très attaché au droit. Et là-dessus, je pense que c'est pas rien si aujourd'hui on va discuter aussi. Ça revient en force, la question du droit. Je pense à ce qu'a apporté Alain Supiot récemment dans des discussions et comment les psychologues du travail, les sociologues du travail discutent aussi avec les juristes au travail. Je pense que c'est très important. Mais comment il faut penser l'articulation du droit, l'encadrement, comment ça se fait réellement sur le terrain et en particulier sur la question des violences. Je pense qu'il faudrait aller plus loin, on veut dire, dans la jurisprudence, parce que ça avance trop lentement avec comment les gens s'en saisissent individuellement pour faire des cas d'exemple, etc. Et comment à partir de là, peut-être au sein des organisations elles-mêmes, je crois, on pourrait s'en saisir pour que ces obligations soient opérationnalisées, pour le dire comme ça. Écoutez, sur ces derniers mots, je pense que nous allons nous quitter. Je tenais à vous remercier pour le fait de nous avoir fait partager votre dialogue, vos points de convergence, de divergence sur la fonction des RH. Remercier aussi Grégory pour avoir animé ce débat et remercier bien sûr toutes les présentes et présents au sein de la salle et ainsi que vous à travers la France. Donc je vous propose de nous quitter. Au revoir à toutes et merci encore. Au revoir.